10 h sur Public Sénat, soyez les bienvenus. C'est une audition très attendue qu'on vous propose de suivre ce matin. Les sénateurs entendent la patronne du PNACO, le parquet national anticriminalité organisée. C'est une institution qui a été lancée au début du mois et qui fait donc ses tout premiers pas. L'une de ses missions est de lutter plus efficacement contre le narcotrafic. Comment va-t-il s'y prendre? Avec quelle philosophie? Avec quels moyens? Autant de questions qui seront posées à Vanessa Perret dans quelques instants par les sénateurs. En attendant, je vous propose d'écouter la magistrate. Elle était précisément ce matin sur le plateau de Public Sénat. Elle est revenue sur les enjeux de ce nouveau parquet dont elle est aujourd'hui à la tête. Écoutez. On évoque des chiffres de 6 milliards, plus de 6 milliards d'euros qui sont générés par le narcotrafic. Il est évident que ça rapporte énormément d'argent. On essaye d'en saisir le maximum. Alors tant à la fois le produit, bien évidemment, mais aussi, il faut se concentrer là-dessus, sur les flux financiers. Je vous parle de ce que je connais, puisque j'étais directrice de l'Agrasc. L'année dernière, les services de police, de gendarmerie et les magistrats ont saisi 1,6 milliard quasiment alors pas que dans le narcotrafic, hein, mais c'est quelque chose qui est évidemment très scruté et on fait très attention. Et moi, je souhaite vraiment avoir toujours ce double regard, à la fois s'occuper évidemment du trafic, de démanteler les réseaux, mais impérativement, il faut empêcher qu'on réinjecte de l'argent sale dans notre économie. Vanessa Perret qui devrait détailler dans quelques instants devant les sénateurs le périmètre de ses nouvelles fonctions. Mais ce matin, toujours dans la matinale, elle a évoqué le travail qu'elle allait mener. Elle est revenue sur les débats parlementaires de l'année dernière. Écoutez. Alors, c'est vrai qu'au départ, la proposition sénatoriale portait sur le narcotrafic. Au cours des débats parlementaires, il a décidé d'étendre la capacité et les compétences de ce parquet national à d'autres infractions qui sont notamment le proxénétisme, les filières d'immigration clandestine, mais aussi les infractions financières qui vont évidemment avec le narcotrafic, notamment le blanchiment. Moi, je pense que c'est une bonne chose qu'on ait un spectre très large parce qu'on se rend compte malheureusement qu'il y a des interactions aussi entre les différentes infractions et une porosité. On a des narcotrafiquants qui vont investir à l'étranger, qui vont investir sur le territoire national. Ça a du sens d'être, bien sûr, faire aussi les liens avec le blanchiment et justement voir ces deux volets. Le PNACO, le parquet anticriminalité organisée, qui devra aussi travailler à l'international. Il faudra par exemple coopérer avec des institutions comme la DEA américaine ou encore Interpol, puisque, comme l'a précisé la magistrate ce matin sur Public Sénat, les narcotrafiquants trouvent parfois refuge à l'étranger. Écoutez. On a beaucoup de narcotrafiquants qui se réfugient à Dubaï, qui investissent à Dubaï. Donc on a des extraditions qui ont vraiment repris, des arrestations. Et on a même eu récemment la nouvelle que les autorités émiriennes, et c'est une très bonne nouvelle, ont gelé 82 appartements dans le cadre d'un dossier d'ailleurs de Marseille pour permettre justement de saisir et de confisquer ces biens. Donc on a vraiment une coopération qui s'est nettement améliorée. On a développé les liens. Moi, je l'ai beaucoup fait quand j'étais notamment directrice de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, puisque c'était vraiment ma compétence d'aller à l'étranger pour essayer de faire que les saisies internationales fonctionnent mieux. Et je vois vraiment que la coopération s'améliore. Alors, quelles sont les grandes tendances de la criminalité organisée aujourd'hui? Vanessa Perret va sans doute être interrogée sur ces questions. Les sénateurs sont en train de s'installer pour l'audition, mais là encore, elle a esquissé les périmètres de son action, sa feuille de route. Écoutez, c'était ce matin dans la matinale de Public Sénat. Il y a d'abord les tendances qu'on voit de la criminalité organisée, qui sont premièrement effectivement des menaces sur des magistrats, sur des surveillants pénitentiaires. On l'a vu dans un dossier qu'on a récupéré également, les menaces contre les établissements pénitentiaires qui au départ avaient été traités par le parquet national antiterroriste et qui avaient été récupérés par le parquet de Paris. On voit qu'effectivement qu'il y a des magistrats qui sont menacés. Le procureur général de la Cour de cassation disait par exemple à l'audience de rentrée qu'effectivement il y avait des magistrats
magistrats qui étaient sous protection, qui étaient menacés dans le cadre de narcotrafic. Donc ça, c'est la première tendance. Et puis ce que vous dites aussi, c'est la question aussi des personnes qui sont rémunérées pour des sommes parfois dérisoires, qui sont d'ailleurs recrutées sur des réseaux sociaux, sur Snapchat, sur TikTok, et qui sont de plus en plus jeunes. Donc ça, c'est effectivement des grandes tendances de la criminalité organisée qui sont inquiétantes et sur lesquelles on doit absolument se projeter. C'est quelque chose qui est compliqué. Les établissements pénitentiaires, notamment le garde des Sceaux, a pris tout de suite cette mesure qui est de créer des quartiers de lutte contre la criminalité organisée qui sont des quartiers de haute sécurité, avec 2 établissements qui sont pour le moment dédiés et d'autres qui vont être ouverts notamment dans le sud de la France. C'est aussi pour permettre d'éviter que les personnes aient en détention des téléphones pour leur permettre justement d'essayer de recruter des personnes pour commettre des actes d'intimidation. C'est pour cette raison notamment qu'on l'a fait. 10h06 sur Public Sénat. On retrouve tout de suite donc l'audition de la magistrate qui est donc entendue par la commission des lois. Écoutez. Donc nous réjouir qu'il soit désormais opérationnel. Cette entrée en fonction est le résultat d'importants travaux de préfiguration qui ont été menés par la chancellerie en parallèle et dans le prolongement du parcours législatif de la loi narcotrafic. Cette audition, Madame la procureure, est aussi en premier lieu l'occasion de rendre compte de ces travaux, des principales questions que la mise en œuvre effective du PNACO a pu soulever et des choix qui ont été faits. Nous souhaiterions également que vous puissiez faire le point sur les moyens humains et financiers dont vous disposez par comparaison avec ceux dont disposait l'ancienne juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, la JUNALCO, dont vous avez pris la place. Lors de nos travaux sur la loi narcotrafic, il avait en effet établi que la création du PNACO devait s'accompagner de moyens renforcés. En matière de lutte contre le narcotrafic, nous le savons trop bien, les lois seules ne suffisent évidemment pas. Nous souhaitons également connaître la manière dont vous souhaitez exercer vos nouvelles missions. Quelle est au fond la politique pénale que vous comptez conduire? Quelles seront vos priorités en matière d'enquête, de poursuite, de répression? Et en outre, 3 aspects de votre action nous intéressent en particulier. Premièrement, il s'agit de la manière dont vous comptez exercer vos missions de coordination des autres acteurs de l'autorité judiciaire. Je pense en particulier aux JIRS, les juridictions interrégionales spécialisées, mais bien sûr à l'ensemble des procureurs sur le territoire. Deuxièmement, il s'agit de la façon dont vous envisagez l'articulation de votre action avec celle des services répressifs, désormais structurés autour d'un état-major de lutte contre la criminalité organisée, l'EMCO, dont M. Nunez nous a parlé hier soir dans son audition, ainsi qu'avec l'administration pénitentiaire dans le cadre des nouveaux quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Enfin, il s'agit de la façon dont vous entendez faire usage des nouveaux outils de procédure créés par la loi narcotrafic, ou du moins votre doctrine en la matière. Je pense notamment, pour citer les plus emblématiques, au procès-verbal distinct, aux collaborateurs de justice ou encore aux repentis, même si nous savons que toutes les mesures d'application et toutes les doctrines ne sont pas encore définies au niveau des ministères respectifs, car les décrets d'application nécessaires ne sont pas encore mis en œuvre. Nous l'avons aussi fait observer hier sur des points qui sont importants dans la lutte contre la criminalité organisée. Voilà les quelques éléments sur lesquels je souhaitais vous interroger, Madame la procureure. Je vais vous céder la parole et ensuite nos collègues, les commissaires de la commission des lois, auront sans doute quelques questions à vous poser. Je vous en prie. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, de nous recevoir aujourd'hui. Donc, je suis effectivement accompagnée de 2 de mes collaborateurs qui sont également des magistrats qui sont au PNACO, dont je vais vous présenter effectivement l'organisation, les missions et la genèse. Donc Jordan Abedi qui est le secrétaire général du PNACO et Caroline Godefroy qui est en charge avec ce que vous souhaitez que j'aborde notamment, Madame la Présidente, la coordination notamment avec les différentes juridictions interrégionales spécialisées et les différents territoires. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Donc effectivement, le parquet national anticriminalité organisé a maintenant une dizaine de jours, puisqu'il a été créé le 5 janvier à la suite de la loi narcotrafic, qui était effectivement issue de cette proposition de loi sénatoriale. Nous nous sommes donc installés dans les locaux du tribunal judiciaire de Paris à compter du 5 janvier.
et je vais vous présenter donc peut-être la genèse un peu de ce parquet. Vous avez pu évoquer, Madame la Présidente, la mission d'abord de préfiguration qui a eu lieu après le vote de la loi, mission de préfiguration qui a été pilotée par la chancellerie avec différents magistrats, avec des services aussi d'enquête qui ont pu y participer, et ensuite une mission d'installation dont le garde des Sceaux a souhaité que je sois à la tête, qui a fait la suite de la mission de préfiguration, puisque la mission de préfiguration a eu lieu à partir du vote de la loi jusqu'au mois d'août, et ensuite à compter du mois de septembre jusqu'à la création du PNACO, j'ai eu en charge cette mission d'installation qui était beaucoup plus pragmatique, puisqu'elle portait non seulement sur les recommandations de la mission de préfiguration, mais également sur des aspects beaucoup plus logistiques, les locaux du PNACO, le nombre de magistrats, les recrutements, le nombre d'assistants spécialisés et les dossiers surtout que nous allions reprendre à la suite de la proposition de loi de la juridiction de lutte contre la criminalité organisée qui était précédemment donc à Paris et qui disparaissait à compter du 5 janvier à 0h01. Donc il fallait absolument qu'on statue sur le sort de ces dossiers. Donc la mission de préfiguration qui a rendu son rapport au mois d'août avait préconisé un certain nombre d'organisations et de missions dont devait, à son sens, devoir être ceux du PNACO, qui ont globalement été quand même repris dans la mission d'installation et dans l'organisation qu'on a pu mettre en œuvre depuis le 5 janvier et que je vais vous décrire. Le PNACO, donc d'abord sur ce que vous avez évoqué, le PNACO, c'est pas seulement le narcotrafic, contrairement à ce qui avait été initialement pensé. Et c'est d'ailleurs dans le cadre d'amendements sénatoriaux qu'il a été étendu le champ du spectre de la criminalité organisée à laquelle nous allions nous attaquer, pour plusieurs raisons, sans doute. Vous les avez évoquées, Madame la Présidente, les interconnexions et les interpénétrations des réseaux, des malfaiteurs qui malheureusement font énormément d'infractions absolument distinctes, et puis aussi la possibilité d'avoir des interactions avec les services d'enquête spécialisés. Sur donc le PNACO donc est en charge non seulement du trafic de stupéfiants, mais tout ce qui est la criminalité organisée de très grande complexité, c'est-à-dire aussi les filières d'immigration clandestine, c'est-à-dire le proxénétisme, c'est-à-dire la traite des êtres humains, et bien sûr tout le volet financier dont on reparlera parce que ça fait aussi l'objet de ma politique pénale. Donc sur l'installation géographique, le parquet national anticriminalité organisée est à Paris. Il y a eu à un moment des débats sur le point de savoir s'il ne devait pas être à Marseille, au vu notamment de la très grande criminalité organisée dans ces territoires. Il a été fait le choix que ce soit à Paris pour plusieurs raisons. Alors on a tous les offices centraux d'abord qui sont à Paris. On a le parquet national financier et le parquet national antiterroriste qui sont également dans la juridiction parisienne, avec lesquels on devra évidemment avoir des interactions régulières, tant sur le volet financier que parfois avec une porosité dans les réseaux terroristes, notamment pour la logistique et le financement, qui peut aussi être en lien avec le trafic de stupéfiants. Donc, souhait d'une installation géographique et d'une facilité et d'une proximité évidemment commune. Le PNACO, qui est un parquet qui va être appelé à monter en puissance, est actuellement composé à date, c'est-à-dire aujourd'hui, de 34 personnes. 34 personnes, c'est 16 magistrats, dont 8 d'entre eux sont issus de la Junalco, donc du parquet de Paris, qui ont donc l'antériorité des dossiers, ce qu'on trouvait tout à fait opportun avec la direction des services judiciaires au moment où on a réfléchi au recrutement, afin qu'il n'y ait pas de discontinuité dans le suivi de l'action publique et dans la mesure où on devait récupérer des dossiers qu'ils étaient en charge. Et puis 8 qui sont des magistrats très spécialisés quand même, qui proviennent en majorité, qui ont déjà fait des juridictions interrégionales spécialisées, qui proviennent pour certains de parquets nationaux déjà spécialisés, notamment on a une personne qui vient du PNAT. Les autres ont globalement été dans des GIRS ou dans des services du ministère de l'économie et des finances, ou pour l'une d'entre elles à la mission interministérielle de lutte contre les addictions et la drogue, pour avoir aussi ce pendant. Donc 16 magistrats,
spécialisés qui proviennent des GIRS ou qui proviennent donc de cette Junalco. 13 greffiers comme équipe du magistrat, greffiers, chefs de cabinet, personnel administratif. Et puis, spécificité du PNACO, une équipe pluridisciplinaire, notamment une équipe autour du magistrat, qui est évidemment essentielle pour faire la coordination et pour s'assurer d'une approche pluridisciplinaire dans un contentieux où évidemment énormément de pans de la société sont suivis, tant la santé publique que la sécurité, que la diplomatie, que la coopération nécessaire avec les acteurs privés aussi. On parle des ports, on parle des aéroports, bien évidemment. Donc une équipe composée en l'état, alors de juristes qui nous aident, mais aussi de 2 inspecteurs des finances publiques qui vont nous permettre notamment de s'attaquer aux flux financiers, de nous aider pour les saisies et confiscations, d'un officier de liaison gendarme qui nous a rejoint dès le premier jour du PNACO et qui va être là donc bien évidemment pour faire le lien avec les services de gendarmerie. Nous attendons et nous sommes en train de recruter un douanier. Nous sommes en train de recruter un agent également de l'administration pénitentiaire, là encore pour permettre des interactions avec évidemment des partenaires essentiels et pour permettre qu'il n'y ait pas, si je puis m'exprimer ainsi, de trous dans la raquette et que la coordination soit vraiment tout à fait essentielle. Donc 34 à date. Nous allons attendre en mars et en février 2 personnels également du ministère de l'Intérieur qui vont pouvoir nous aider sur les données numériques et notamment sur la coordination. Alors, le PNACO est appelé à monter en puissance en termes d'effectifs, puisque si nous sommes 34 aujourd'hui, la mission de préfiguration le préconisait et nous avons repris ces préconisations. À terme, il est question que le PNACO soit équivalent aux effectifs magistrats du parquet national antiterroriste, qui sont 30 actuellement. Et donc, l'idée, c'est d'une montée en puissance progressive avec nos 16 magistrats donc, à date, 10 magistrats supplémentaires en septembre 2026 et encore une montée en puissance en septembre 2027, ce qui nous permettra de compléter l'effectif et d'avoir bien évidemment après l'équipe autour du magistrat qui suit de ce côté-là. Donc, voici l'organisation du PNACO. Peut-être pour vous préciser, et je pense que ça correspond aussi à vos attentes, un souhait de ma part d'organiser le PNACO en essayant de faire à chaque fois dans les dossiers une approche à la fois criminalité organisée, on va dire classique, et criminalité financière. L'idée, c'est de s'attaquer aussi aux flux financiers. C'était aussi des préconisations de votre commission d'enquête. Et donc, pour chaque dossier que nous allons récupérer, je vais vous indiquer ensuite quels sont-ils, il y aura un double regard d'un magistrat spécialisé en criminalité organisée et d'un magistrat spécialisé en criminalité organisée financière pour permettre à chaque fois de faire à la fois la saisie du produit, les interpellations, les démantèlements de réseau, mais aussi de traquer les flux financiers pour permettre cette double approche et effectivement d'éviter de réinjecter dans l'économie française, mais pas seulement, de l'argent qui provient de ces différents trafics. Donc un binôme de magistrats. Sur le contenu des dossiers que le PNACO va suivre, nous avons à date 172 dossiers. On en a récupéré 170 de la Junalco. On a récupéré donc tous les dossiers de criminalité organisée classiques qui étaient de la Junalco, c'est-à-dire globalement les trafics de stupéfiants, certains vols à main armée, une nouvelle tendance de la criminalité organisée qui est notamment, vous savez, les enlèvements et les séquestrations et les violences concernant des personnes qui sont détentrices ou de crypto-actifs. Donc on a également récupéré ces dossiers, mais aussi des filières d'immigration clandestine, du proxénétisme, de la traite des êtres humains, qui étaient considérés évidemment dans des réseaux extrêmement organisés, transnationaux, qui commettent des atteintes fondamentales à la société. Et puis, on a récupéré environ 70 dossiers financiers, qui sont donc principalement des dossiers de blanchiment, qui sont des blanchiments des infractions que le PNACO a à connaître, c'est-à-dire de trafic de stupéfiants, mais aussi parfois des escroqueries très organisées, transnationales, qui nous permettent de remonter les trafics. 170 dossiers. Juste pour vous rappeler sur les moyens, la GIRS de Paris
a gardé 500 dossiers environ. Nous en avons 70, donc environ 11 à 14 dossiers par magistrat, alors qu'ils sont des dossiers très importants, bien évidemment, mais ce qui est un ratio qui est quand même plutôt favorable par rapport au ratio 1 des juridictions interrégionales spécialisées et également, de manière générale, en France. On regardait les chiffres, notamment du Conseil de l'Europe, avec parfois 2000 dossiers annuels par magistrat du parquet. Donc on est quand même là sur un traitement pour le moment. Alors on va se saisir d'autres dossiers, mais qui nous permet de justement développer cette approche que je viens de vous décrire et permettre d'avoir une vision plus importante sur des dossiers. Des dossiers qui sont en partie en enquête préliminaire et en partie déjà ouverts chez des juges d'instruction, eux aussi spécialisés, soit criminalité organisée, soit financière, avec le souhait aussi du tribunal de Paris d'adopter cette double approche que je vous décris, qui est à la fois parfois de mettre des magistrats spécialisés, à la fois financiers et criminalité organisée, lorsqu'il est nécessaire, afin bien évidemment de permettre d'avoir un spectre tout à fait large à démanteler. Pour vous indiquer peut-être la coordination, qui est une autre de vos sujets de préoccupation avec les différentes juridictions interrégionales spécialisées. C'était une mission qui était très attendue du parquet national anticriminalité organisée, notamment par les GIRS, dont vous avez pu procéder aux auditions, que le parquet national soit à la fois, bien sûr, un parquet qui traite les dossiers de très grande complexité, mais aussi qui soit un parquet qui soit une force de frappe, un animateur, un parquet qui à la fois prend les dossiers, qui évoque les dossiers, mais qui aussi qui donne de l'analyse, qui donne de la doctrine, qui donne une politique pénale afin que ce soit coordonné sur les territoires. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire avec un pôle coordination qui va être mis en place au PNACO, qui est déjà mis en place avec un magistrat à sa tête, avec les officiers de liaison, avec les assistants spécialisés, qui auront aussi pour but de diffuser des analyses. Quand le PNACO se rendra compte qu'il y a un groupement criminel ou qu'il y a un phénomène criminel qui peut remarquer, l'idée c'est aussi d'alimenter les juridictions interrégionales spécialisées, de mettre en commun les différents éléments qu'on puisse avoir pour justement enrichir et que tout le monde soit à un même niveau d'information afin que ce soit coordonné et tout à fait utile. Alors, on va être aussi aidé dans notre travail de coordination tant avec les juridictions interrégionales spécialisées qu'avec les parquets locaux par des éléments que vous avez pu voter dans le cadre de la loi narcotrafic. Premièrement, c'est la possibilité d'une délégation judiciaire, comme là le parquet national antiterroriste, c'est-à-dire que quand un événement se passe sur le territoire national qui n'est pas à Paris, on a possibilité de donner la possibilité à une juridiction locale d'acter dans un dossier, ce qui nous permet bien sûr de nous aider, d'être en complémentarité. Mais aussi, ce qui est très intéressant, le mécanisme de la co-saisine qui est prévu pour le parquet national anticriminalité organisée, avec ce parquet qui va pouvoir se saisir en enquête préliminaire et en enquête de flagrance avec une juridiction interrégionale spécialisée, c'est-à-dire travailler en complémentarité et se partager le travail. Alors on l'a fait, vous l'avez vu, on a communiqué là-dessus, on a pris il y a 2 jours donc le premier dossier du PNACO, c'est l'assassinat d'Alain Orsoni en Corse, lors des funérailles de sa mère. On s'est co-saisi de manière très pratique avec le parquet de Marseille tout de suite, ce qui va nous permettre de se partager le travail et d'avoir à la fois un acteur qui s'occupe bien sûr de tout ce qui est local, de sa connaissance des réseaux locaux, mais aussi nous, la force de frappe nationale, qui va permettre de donner des moyens de s'aider. Dans les trafics de stupes, c'est une évidence que ça va être très utile. Vous aurez à la fois un parquet local qui connaît les réseaux, qui sait où se trouvent les trafics de stupéfiants, qui peut travailler sur le réseau local, sur l'approvisionnement, et nous qui pouvons venir en aide sur les réseaux de blanchiment, sur la coordination internationale notamment, sur les routes d'importation, ce qui va nous permettre d'être complémentaires et de pouvoir travailler ensemble dans la plus importante coordination. Voilà donc en gros sur les méthodes de travail. Vous m'avez posé la question également du travail avec les acteurs, tant avec l'état-major de lutte contre la criminalité organisée dont le ministre de l'Intérieur a pu vous parler hier, de ce que vous me disiez, Madame la Présidente. Cet état-major, effectivement, il va nous permettre d'avoir 12 services autour d'une table unique pour permettre de faire des criblages, de nous donner des informations et de coordonner là encore le service.
on pourra le saisir via les services que nous saisirons, et c'est évidemment un outil très intéressant, avec des relations évidemment constantes, tant avec le directeur national de la police judiciaire me concernant, qu'avec les chefs des offices avec lesquels nous travaillons de manière régulière, ainsi bien sûr qu'avec la gendarmerie, qui elle aussi s'est dotée d'une unité judiciaire qui coordonne l'intégralité notamment des sections de recherche et des brigades qui peuvent être sur le territoire. Avec l'administration pénitentiaire, c'est un enjeu. Bien sûr, vous savez que la loi narcotrafic a aussi été beaucoup accélérée par cet incident épouvantable du péage d'Incarville, avec Mohamed Amra et son évasion et les conséquences dramatiques que l'on connaît. L'administration pénitentiaire, donc, c'est évidemment un acteur avec lequel on aura des relations régulières. Un officier de liaison donc au PNACO, et puis ces nouveaux quartiers que vous avez permis dans le cadre de la loi narcotrafic à Vandal-le-Vieil et à Condé-sur-Sarthe, qui vont regrouper effectivement des personnes impliquées dans le cadre de la criminalité organisée, et avec pour nous tant le suivi des condamnés qui sont dans ces établissements et qui ont pu être condamnés dans le cadre de procédures anciennement Junalco, nouvellement PNACO, mais aussi des relations pour savoir quels sont les comportements en détention dont on a besoin, nous, PNACO, de savoir et de suivre sur des individus qui sont nos cibles et pour lesquels on aura aussi besoin de savoir quelle est leur activité justement en détention. Donc voilà quels sont les liens que l'on peut avoir. Concernant les nouveaux usages des différentes mesures que vous avez pu voter, alors certaines sont d'application immédiate et donc seront utilisées immédiatement. On en a déjà utilisé d'ailleurs, alors qu'on a qu'une dizaine de jours. On a notamment utilisé pour l'affaire Orsoni la nouvelle infraction qui est une infraction tirée de l'Italie de participation à un groupement criminel, qui est une infraction intéressante, qui est distincte de l'association de malfaiteurs et qui nous permettra notamment de poursuivre des personnes qui sont là pour aider de manière logistique. Utilisation bien évidemment qui sera faite du dossier coffre que vous avez pu voter, même si les restrictions qui ont été faites par le Conseil constitutionnel rendent un petit peu plus difficile d'application cette mesure, bien évidemment. L'infiltration civile et les repentis sont soumis à des décrets, vous l'avez rappelé Madame la Présidente, que nous attendons et qui doivent effectivement, et qui sont en cours de rédaction et qui devraient bientôt sortir, en tout cas être transmis au Conseil d'État concernant le ministère de la Justice, de ce qui nous a été indiqué. Et puis, très intéressant pour nous, bien évidemment, la renseignarisation qui était déjà possible pour la Junalco, qui va être étendue au GIRS avec un souhait, bien évidemment, d'avoir des relations régulières avec les services de renseignement. La captation de son et d'images par activation à distance, qui est une des mesures de la loi qui, effectivement, est intéressante pour nous et va être utilisée. L'extension de la présomption de blanchiment, notamment sur les cryptoactifs transitant par des mixeurs, qui bien sûr est intéressante. Et puis, dans la loi narcotrafic, il y a des mesures sur lesquelles moi je souhaite insister, parce que je crois que ça correspond aussi à une évolution de la criminalité organisée, c'est la problématique des mineurs. Les mineurs qui sont de plus en plus jeunes, recrutés par les réseaux sociaux pour des sommes dérisoires, pour commettre des actes extrêmement graves. Donc je crois qu'il y a des mesures très intéressantes dans la loi qui permettent notamment de plus incriminer ceux qui recrutent les mineurs et ceux qui utilisent les mineurs dans leur raison. Je pense que cette mesure de votre loi va nous permettre d'essayer d'inverser la tendance, c'est-à-dire de considérer que l'utilisation de mineurs ne peut plus être un avantage pour les raisons de trafic de stupéfiants, mais justement être pour eux un inconvénient en poursuivant aussi des chefs d'infraction, les personnes qui utilisent les mineurs, les recrutent et les utilisent dans leur réseau. Et ça, effectivement, l'aggravation des peines et la possibilité de nouvelles infractions dans la loi va beaucoup nous aider, et c'est quelque chose que je souhaite vraiment utiliser.
Peut-être un dernier mot sur 2 mesures très importantes à mon sens de la loi. C'est d'abord la fermeture administrative des commerces pour éviter le blanchiment, notamment les épiceries de nuit, qui va être utile. Je pense que ce qui sera aussi intéressant de notre part, c'est de voir quelles sont les fermetures de ces établissements pour ensuite voir comment on peut diligenter des enquêtes à partir de ça et à partir de ces établissements aussi qui auront été ciblés par les services enquêteurs, par les préfectures pour être utiles pour le trafic de stupéfiants. Et puis, dernière mesure, sans doute, c'est la cour d'assises spécialement composée, qui était demandée depuis de nombreuses années par les acteurs des juridictions interrégionales spécialisées, au vu, de la nécessité de professionnaliser les magistrats, mais pas seulement, aussi les risques de pression très importants qu'on avait pu voir sur différents jurés, et une difficulté pour eux et des menaces, qui, je pense, est une mesure qui était très attendue et qui est, à mon sens, très importante, parce qu'elle permettra quand même, comme en matière terroriste, et ça existe quand même depuis très très longtemps, d'être peut-être dans des jugements et en tout cas des arrêts de cour d'assises qui seront beaucoup plus sereins. Et je pense que ça, c'est une mesure également qui est évidemment très importante et qui est rentrée en vigueur en même temps que le parquet national anticriminalité organisée. Voilà, en quelques mots, mais j'ai déjà sans doute été trop longue, la présentation peut-être de l'organisation, l'émission et puis de notre souhait. Peu de temps pour le moment pour vous faire un bilan, mais en tout cas, je suis prête à répondre à votre question sur cette mise en place et cette installation du PNACO. Merci, Madame la procureure. J'aurais deux questions. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'un ratio de dossiers par magistrat qui est évidemment important pour un traitement qui soit effectif des dossiers. Vous estimez donc le bon ratio est lequel? Alors, le bon ratio est celui où on a le moins de dossiers possible. Ce que je vous dis juste, c'est que là, pour le moment, on a 172 dossiers au PNACO, on est 16 magistrats, donc ce qui fait en gros un suivi de dossiers entre 11 et 14 dossiers par magistrat. Alors, on les a mis en binôme, donc en fait, ça fait toujours un peu plus. Mais je pense qu'on va monter en puissance, mais on va aussi prendre des dossiers. Je pense que ça, c'est le ratio qui est un dossier, qui est un ratio intéressant, qui n'est pas celui des GIRS. Je vous prenais l'exemple de la GIRS de Paris, qui a 500 dossiers, ils sont 17. On n'est pas sur le même ratio. Ouais, bien sûr, tout à fait. Et une deuxième question qui est peut-être un peu prématurée, mais vous connaissez fort bien le texte et vous connaissez fort bien le contentieux aussi. Y a-t-il des choses sur lesquelles le Parlement n'aurait pas pu statuer ou n'aurait pas pensé à statuer qui vous serait vraiment utile? Dans l'immédiat, ce n'est pas votre expérience du PNACO en soi, mais c'est votre connaissance du texte et votre expérience par ailleurs de la fonction qui vous permettrait peut-être d'y répondre. Alors, là, il y a plusieurs... déjà, vous avez une proposition de loi sénatoriale qui est en ce moment sur les mesures pour permettre que les saisies et les confiscations aillent beaucoup mieux. Alors là, je vous parle à la fois de mon ancienne casquette et de la nouvelle, mais les deux sont utiles pour moi. Cet après-midi, je crois qu'elle passe devant votre commission. Donc, les saisies et les confiscations, c'est clé. C'est clé dans ce type de dossier parce qu'il est évident, et c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, qu'il est absolument nécessaire que on permette d'enriguer aussi les flux financiers. Donc je pense que tous les moyens d'action que peuvent avoir en plus les enquêteurs, les magistrats et puis la GRASC sont évidemment les bienvenus, avec notamment l'enquête, à mon avis, qui peut être faite, y compris post-sententielle, qui, à mon avis, est très intéressante. Deuxièmement, il y a la loi, le projet de loi Assure, qui est en ce moment en concertation, qui est porté par le garde des Sceaux, qui notamment a tout un volet là qui est plus exécution et application des peines, qui à mon avis est intéressante aussi, concernant notamment les permissions de sortie pour des personnalités qui effectivement seraient sur la criminalité organisée et dans les nouveaux quartiers. Après, on a encore cette problématique des mineurs qui peut, à mon sens, être évidemment abordée. Et puis après, je pense qu'il est encore un peu opportun pour vous, un peu tôt peut-être pour vous expliciter, notamment dans la mesure où il y a des décrets d'application qui n'ont pas encore été pris concernant des mesures qui sont quand même phares, notamment les repentis, notamment les infiltrés civils. Et donc, je pense qu'il faudra aussi voir à l'usage comment on peut vous proposer, mais en tout cas, on ne manquera pas de revenir vers vous, c'est assuré. Je vous remercie. Alors pour les saisies et confiscations, si ça peut vous rassurer, ce texte qui sera examiné dans l'hémicycle cet après-midi avait reçu un très bon accueil par la commission des lois. Donc nous espérons qu'il en sera de même dans l'hémicycle. Alors je vais passer la parole à
3 de mes collègues qui vont enchaîner les questions et vous répondrez après si vous voulez bien. Bien sûr. Donc, pour commencer, Madame Audrey Linkenheld. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente pour votre information, Madame la Procureure. Plusieurs questions que je vais essayer de synthétiser et en même temps de poser un peu en vrac. Vous avez rappelé, je crois que c'est Madame la Présidente Jourda qui l'a fait, mais vous avez rebondi qu'au départ, nous étions partis avec la PPL du Rhin Blanc sur un PNAST qui est devenu un PNACO. Est-ce que vous avez une idée du coup du nombre de dossiers supplémentaires que ça a généré pour le PNACO, le fait d'avoir étendu des stupéfiants à toute la criminalité organisée de grande complexité? Première question. Vous avez évoqué également la porosité, je reprends votre terme, avec les questions de terrorisme en matière de logistique et de blanchiment, si j'ai bien compris. J'aurais bien aimé que vous reveniez là-dessus parce qu'il me semble que l'une des conclusions de la commission d'enquête Blanc-Durin, c'était que justement, il n'y avait pas forcément de lien entre narco et terrorisme. Donc voilà, est-ce que ce sont des liens indirects? C'est ce que je comprends par le terme de porosité, mais si vous pouvez expliciter ce point-là. Est-ce que, au regard des nouveaux outils que nous avons votés dans la PPL, notamment le procès verbal distinct, les techniques d'investigation, etc., qui sont quand même des choses assez nouvelles, assez complexes, mais aussi assez sensibles, et on a eu des gros débats sur le sujet, est-ce qu'il y a des formations spécifiques qui sont délivrées à la fois à votre équipe et puis aux équipes dans les territoires et dans l'état-major avec lesquels vous travaillez pour justement veiller à ce que ces outils soient bien utilisés sans jamais toucher aux libertés publiques et aux droits, notamment de la défense, tels que nous les avons encadrés? Et enfin, dernière question, qui est sans doute celle qui me tient le plus à cœur. Nous avons été nombreux à dire que la PPL narco était indispensable dans son volet répressif, mais que pour vraiment sortir la France du piège du narcotrafic, il nous fallait un autre volet, un acte 2 qui serait celui de la prévention, qui concerne évidemment les consommateurs et en particulier les plus jeunes d'entre eux, alors qu'ils soient consommateurs ou qu'ils soient les petites mains du trafic. Vous avez beaucoup parlé des mineurs. Je crois que vous avez dans vos dossiers un gros dossier sur un mineur tueur à 14 ans, me semble-t-il. Donc ma question est la suivante. Dans votre travail, que je trouve très intéressant, en tout cas dans la manière dont vous l'avez formulé, d'élaboration, d'analyse et de doctrine, est-ce que vous pensez, avec le soutien notamment de l'équipe pluridisciplinaire que vous avez mentionné, notamment venant de la Mildeca ou de la santé, est-ce que vous pensez pouvoir contribuer à une doctrine, peut-être pas de prévention, mais de contribution en tout cas, à de la prévention en la matière? Parce qu'il me semble que s'agissant des mineurs, il faut évidemment les sanctionner pour ce qu'ils ont fait dans le cadre des textes en vigueur, mais il faut aussi en tirer des leçons, des analyses pour éviter que d'autres mineurs tombent là-dedans. Comment fait-on? Et je pense que pour le coup, ça n'est pas que par le volet répressif, mais aussi par le volet préventif. Donc comment vous voyez votre contribution sur ce sujet? Merci. Merci. Alors, Monsieur Thani Mohamed Soili. Merci Madame la Présidente. Madame la procureure, je ne sais pas s'il faut vous féliciter, tellement la tâche est immense, je le fais en tout cas, et merci de vos éclairages, puisqu'on est dans la période des vœux. Je pense que tout le mal qu'on puisse vous souhaiter, c'est que vous réussissiez dans cette entreprise. L'un des objectifs du PNACO est de coordonner la lutte contre la criminalité organisée, notamment au niveau international. De quelle façon le parquet national entend coordonner les enquêtes transfrontalières et quelles relations sont prévues avec Europol ou d'autres autorités étrangères? Et en particulier, je pense à nos Outre-mer, parce que grâce à eux, nous avons le pays qui partage le plus de frontières avec les autres pays, 35 de mémoire. Donc comment cette coordination va se faire et en y incluant nos territoires d'outre-mer? Vous le savez, beaucoup de trafic proviennent de ces territoires en matière de stupéfiants, notamment
en matière d'armes, en matière de traite des êtres humains. Donc voilà ma question. Merci. Et enfin, pour cette première série de questions, Monsieur Guy Benaroche. Merci Madame la Présidente, Madame la Procureure. Merci de votre d'avoir détaillé avec autant de minutie les processus et les mécanismes que vous allez mettre en œuvre. Il est vrai que nous avons soutenu la mise en place du PNACO, et il est vrai que les doutes que nous avions portaient effectivement sur les mécanismes qui allaient être mis en œuvre et qui avaient manqué au Junalco, dont on sait que l'idée était excellente, mais les résultats assez pauvres. Et aussi bien au niveau des mécanismes de coordination qu'au niveau de ce que vous nous avez indiqué concernant les moyens humains et je suppose financiers, même s'il n'y a pas encore de budget qui va être mis en œuvre, vous nous avez apporté un certain nombre d'éléments de réponse qui m'apparaissent particulièrement intéressants et qui font que on suivra de près votre activité. J'ai quand même trois petites questions. La première sur les coordinations que vous pouvez avoir avec les différents acteurs, que ce soit les GIRS, que ce soit les juridictions locales, régionales, ou que ce soit les acteurs du renseignement et autres. Il y a un lien qui m'a été souvent demandé par un certain nombre d'autres acteurs, en particulier pour la lutte contre le blanchiment, qui est une part importante, vous l'avez souligné. Ces acteurs sont les tribunaux de commerce. Alors je sais bien que c'est pas un acteur traditionnel dans ce cadre-là, mais pour en avoir rencontré plusieurs présidents de tribunaux de commerce ou d'affaires économiques, puisqu'ils s'appellent comme ça maintenant, par exemple à Marseille, il regrettait à ce moment-là de ne pas être associé un peu plus parce qu'ils ont un certain nombre d'informations qui peuvent vous intéresser, en particulier quand on parlait de fermeture administrative ou de bilan de société. Bon, voilà, donc c'est la première chose, c'est cette articulation-là sur laquelle, puisque les autres vous en avez parlé, donc je ne vais pas vous réinterroger, les questions de la présidente étaient particulièrement pertinentes. Et par rapport à ce que vous a dit, trois petites choses encore. Sur la pénitentiaire, vous avez parlé effectivement de ces prisons spéciales, des deux qui ont été ouvertes et que j'ai visitées. Voulez-vous dire par là qu'à partir du moment où les acteurs vont être du trafic vont passer devant le PNACO, vont être jugés par vous et vont être condamnés, est-ce que cela veut dire que systématiquement vous demanderez, parce que je pense que c'est vous qui le demandez en fait, leur placement dans un de ces deux établissements? Parce qu'en fait, la question qui s'est posée lorsque je les ai visités, qui m'a été posée par certains, mais c'est pourquoi nous sommes là, nous, et pas... Voilà. Donc, est-ce que c'est une sorte de systématique, même si elle n'est pas automatique, ou pas? Voilà. C'est la première question. La deuxième, sur le statut des repentis. Vous y avez assisté. Ça me paraît particulièrement important dans le cadre de ce qui est mis en place pour lutter contre la criminalité organisée. Vous l'avez rappelé, aujourd'hui, vous n'avez pas les moyens juridiques puisqu'il n'y a aucun décret qui a été pris. Est-ce que vous savez où on en est? Est-ce que vous êtes en lien avec le ministère de la Justice et celui de l'Intérieur pour savoir quand est-ce que vous disposerez des outils dont vous avez besoin concernant, vous avez parlé de la filtration civile, mais des repentis aussi. Dernière chose pour revenir sur ce qu'a dit ma collègue Lincoln, on a traité qu'un volet, on l'a dit, qui est celui sur lequel nous l'avons soutenu et qui a été unanimement soutenu ici au Sénat. On n'a pas du tout traité la prévention à deux niveaux. On n'a pas traité la prévention sur la consommation, bien entendu, ça c'est. Mais on n'a pas du tout non plus traité la prévention sur le fait que la criminalité organisée aujourd'hui, vous l'avez dit en parlant des mineurs, utilise comme lumpenprolétariat, comme main-d'œuvre à bon marché, les gens les plus précaires de notre société, que ce soit des mineurs non accompagnés, des gens sans papier, etc. À ce niveau-là, je ne sais pas aujourd'hui quels sont les moyens dont vous disposez pour avoir cette action dont vous avez parlé, en dehors du fait de pouvoir toucher les recruteurs, on va dire ça, et les têtes de réseau, ceux qui vont être les patrons de ces gens qui sont utilisés à moindre coût. Voilà. Et donc sur ce sujet-là, je voudrais savoir si les outils actuels vous suffisent ou si vous pensez qu'il faut mettre en place, éventuellement, qu'est-ce qui pourrait être un frein et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour lever ce frein. Merci. J'ajouterai, avant de donner la parole à Madame la procureure,
que le thème de la prévention et donc de la consommation a été beaucoup abordé par nos collègues. Délibérément, la commission qui a donné lieu au texte sur le narcotrafic ne l'avait pas mis dans son champ de compétences. Donc, ça n'est pas par indifférence que nous n'en avons pas parlé, mais c'est un sujet, bien sûr, qui est intéressant et votre avis sur la question nous intéressera tous beaucoup. Je vous laisse la parole pour répondre à l'ensemble de ces questions, Madame la procureure. Très bien, merci beaucoup. Oui, c'est bon, vous m'entendez. Parfait. Peut-être sur vos premières questions, Madame la sénatrice, sur les dossiers que nous avons et le nombre de dossiers qui sont en lien directement avec le trafic de stupéfiants. Alors, je vous le disais, 172 dossiers actuellement au PNACO. La mission de préfiguration a indiqué qu'il y avait 104 dossiers qui pouvaient potentiellement être récupérés des autres juridictions interrégionales spécialisées. Je commence cet après-midi à faire le tour. Justement, je vais aller à Marseille et puis à Nancy la semaine prochaine et puis à Lille la semaine d'après pour permettre de voir un peu quels sont les dossiers qu'on peut récupérer. On les récupérera pas tous. Il faudra que ce soit des liens avec la très grande criminalité organisée, bien évidemment. Mais enfin, en tout cas, c'est important de faire cette revue de portefeuille. On a fait un décompte pour répondre aussi précisément à votre question sur combien de dossiers stupéfiants par rapport au fait qu'on avait commencé à réfléchir plutôt à un parquet national anti-stup. On a actuellement 48 dossiers qui sont spécifiquement liés aux infractions à la législation sur les stupéfiants ou à des réseaux de crypto en lien avec l'ILS, mais là-dedans, je ne compte pas le blanchiment de stupéfiants qui, bien sûr, augmente beaucoup. Donc, vous voyez que c'est pas la seule partie de nos dossiers. On a pris des dossiers qui sont des dossiers internationaux de trafic de stupéfiants, c'est-à-dire avec des importations, des exportations, des routes très compliquées, des organisations criminelles extrêmement structurées. On n'a pas vocation à prendre l'intégralité du spectre, malheureusement, du trafic de stupéfiants qui va être géré au niveau local ou au niveau interrégional. Votre deuxième question, Madame la sénatrice, portait sur ce que j'ai indiqué sur la porosité entre le trafic de stupéfiants et le terrorisme. En fait, je me suis peut-être mal exprimée. Ce qu'on constate et ce que je peux vous dire, et c'est un constat qu'on a fait avec le procureur national antiterroriste, d'ailleurs on a écrit un article là-dessus, c'est qu'on se rend compte que si les buts sont évidemment très différents, puisque pour le terrorisme, c'est quand même, ça reste un but idéologique, alors que pour le narcotrafic, en fait, c'est très simple, c'est juste l'argent. On a des modes opératoires qui deviennent un peu similaires, notamment dans ce qu'on peut considérer comme étant des menaces institutionnelles, des faits très graves qui sont commis sur des victimes qui n'y sont pour rien, des victimes collatérales, des enfants, des personnes qui sont tuées parce qu'ils sont le frère de quelqu'un qui lutte contre le trafic de stupéfiants. Et donc, c'est d'abord sur ces modes opératoires qu'on peut voir une certaine porosité. En revanche, effectivement, on n'a pas de lien spécifique en France en se disant que les réseaux terroristes sont alimentés par le trafic de stupéfiants, mais c'est quelque chose quand même qu'il faut absolument regarder et investiguer en étant quand même attentif à chaque fois. Je l'ai dit ce matin, mais le parquet national antiterroriste est en observation sur le dossier qu'on a pris en Corse au vu de la personnalité qui était impliquée dans des mouvements terroristes de la victime. Donc il est évident que ce sera quelque chose dont on devra toujours être extrêmement attentif ensemble, en tout cas avec le procureur national antiterroriste. Concernant les nouveaux outils que vous avez votés et votre souhait, et vous avez bien raison, de toujours avoir cette balance entre l'utilisation évidente de techniques spéciales d'enquête qui sont dérogatoires et la protection des libertés individuelles. Ce que j'ai d'abord envie de vous dire, c'est que ce texte, je crois, a été voté à l'unanimité dans votre chambre. Et vous qui êtes tout de même garant, me semble-t-il, des libertés individuelles autant que nous qui sommes magistrats. Effectivement, il faut faire attention à cette balance qui est évidemment nécessaire. Utilisation des techniques dérogatoires, oui, toujours sous contrôle d'un juge ou d'un magistrat du parquet qui doit donner une autorisation, ou d'un juge des libertés et de la détention, ou d'un juge d'instruction, avec bien sûr une possibilité de recours à chaque fois, et c'est bien normal, et ce sera utilisé par les conseils de ces personnes, et on sera bien sûr collectivement attentif au respect des libertés individuelles. Peut-être... Sur la formation, oui. La formation des magistrats. Greffiers. Ah bah,
Comprendre les différents outils, vous voulez dire? Alors, comprendre les différents outils. Alors, il y a des circulaires d'application qui sont sortis là récemment de la direction des affaires criminelles et des grâces sur la loi narcotrafic. Il y a eu un premier volet qui est sorti avant l'été. Et puis là, on a eu la circulaire notamment sur le PNACO qui est sortie et également sur l'exécution des peines, avec notamment la création par votre loi du juge d'application des peines GIRS, du juge d'application des peines criminalité organisée. Donc, il y a des circulaires d'application. Concernant la formation, il y a à l'École nationale de la magistrature depuis longtemps, et la directrice d'ailleurs a tout de suite pris contact avec moi, des formations qui sont dédiées à la criminalité organisée, qui sont en général animées d'ailleurs par des personnes, alors tant c'était de la Junalco, nous on sera évidemment sollicité au PNACO, moi je l'ai déjà été par la directrice qui m'a demandé d'intervenir, par les GIRS également, avec des sessions de formation tant des personnes qui n'y sont pas encore et qui vont y être, mais aussi des personnes qui sont déjà dans les GIRS et qui ont besoin d'être actualisées sur la formation continue. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait tant en formation initiale des auditeurs de justice qu'en formation continue, et on y participe évidemment. On participe aussi aux formations qui ne sont pas nécessairement que de l'ENM, mais aussi évidemment des greffiers, mais aussi à l'ENAP, l'École nationale d'administration pénitentiaire, et aussi pour les enquêteurs. On va régulièrement dans les écoles, notamment d'officiers, à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or pour les commissaires aussi, pour permettre justement d'évoquer notre travail qui, bien évidemment, doit être commun. Peut-être concernant la deuxième partie de votre question qui concernait davantage la prévention, les consommateurs et les mineurs. C'est intéressant ce que vous dites parce que donc nous, on va à Marseille cette semaine. On va rencontrer bien sûr le parquet de Marseille pour se coordonner sur les dossiers, mais on va aussi voir la PJJ. Parce que on pense que c'est indispensable, que aussi dans les territoires, on nous explique quel est l'état de leurs jeunes, les mesures qui sont prises et la façon dont nous on peut améliorer. Alors la prévention, c'est pas de mon fait puisque nous on est service plutôt répressif, on va dire ça comme ça. Ce que je peux vous dire, et vous l'avez remarqué, c'est que le Premier ministre, lorsqu'il intervient devant vos assemblées le 17 décembre, il y a 9 ministres qui sont avec lui, ce qui est la démonstration que ça concerne bien évidemment tous les pans de la société, y compris la ministre de la Santé, qui est aussi concernée notamment par les quartiers de lutte contre la criminalité organisée, puisqu'il y a aussi des problématiques de santé dans ces quartiers, avec des extractions médicales, avec des personnes qui doivent être soignées. Donc c'est quelque chose qui est très important. Donc cette doctrine de prévention, elle est davantage tout de même de relevant, peut-être pas tout à fait de mon office. En tout cas, moi je crois que dans les actions répressives qu'on peut mener, il y a des actions répressives qui peuvent devenir des actions préventives. Moi, je pense que, notamment, ce que je disais tout à l'heure sur le recrutement des mineurs, et ça reprend ce que vous disiez, monsieur le sénateur Benaroche, sur vos questions, sur le fait de taper ceux qui recrutent des mineurs, sur ceux qui les emploient, ça participe aussi à la politique de prévention. Dans votre loi aussi, il y a notamment des mesures d'interdiction de point de deal, qui est, à mon avis, très intéressante et qui participe aussi de la prévention. Et puis sur le volet consommation, moi je suis comme vous, s'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de trafic. Donc les consommateurs, évidemment qu'il faut en tenir compte également. Le président de la République avait annoncé quand il était allé à Marseille une augmentation des amendes forfaitaires, notamment pour les consommateurs. Les consommateurs, ils font bien évidemment le trafic, notamment les mineurs. Donc il y a des campagnes de prévention qui sont bien évidemment nécessaires. Et moi, je m'y emploierai en rencontrant notamment en local la PJJ, le directeur national de la protection judiciaire de la jeunesse, pour permettre qu'on y participe également. Peut-être, monsieur le sénateur, concernant vos questions sur la coopération avec les autorités étrangères, mais aussi, bien sûr, les liens avec les Outre-mer. Sur la coopération avec les autorités étrangères, c'est aussi l'intérêt d'avoir un parquet national, c'est d'avoir un parquet qui soit l'interlocuteur unique à l'étranger des différentes autorités judiciaires. C'est vrai que moi, j'ai été procureur adjoint à la Junalco, donc je sais très bien comment ça fonctionne. Et c'est vrai que je me souviens avoir parfois du mal à expliquer qu'en fait j'étais parisienne, mais que je représentais le national et que du coup c'était nous qui devons, alors qu'il y avait des demandes d'entraide qui provenaient de Marseille, de Rennes, de Lille. Donc là,
l'intérêt, c'est d'avoir un interlocuteur unique. Et moi, je m'attacherai vraiment à développer cette coopération internationale. On l'a déjà commencé quand j'étais directrice de l'Agrasc, que je suis beaucoup allée aux Émirats Arabes Unis. Pourquoi? Parce qu'il est évident qu'on a non seulement des narcotrafiquants qui sont là-bas, mais aussi on a beaucoup d'investissements qui sont là-bas. Donc la coopération avec ces pays, elle est évidemment essentielle. Elle s'améliore beaucoup puisqu'on a eu des extraditions, puisqu'on a eu des saisies d'appartements, notamment récemment, depuis que le garde des Sceaux y est allé aussi beaucoup. Ça, c'est une bonne chose et c'est quelque chose qu'on doit évidemment continuer. En Europe, on a des outils qui sont plus facilités. On a Eurojust, vous citiez Europol, mais on a Eurojust aussi, qui est quand même une agence indispensable, où chaque pays a un membre, où on fait des réunions d'enquête, où on peut faire des équipes communes, où on peut mettre en lien des magistrats qui sont saisis des dossiers qui ont des liens et qui sont similaires. C'est un outil très important. Cette semaine, on a déjà un magistrat du parquet national anticriminalité organisée qui est à une réunion Eurojust pour permettre justement de faire des liens avec des dossiers qui ont des implications internationales. Donc ça, c'est évidemment indispensable et on utilisera tous les outils à notre disposition. Et puis les liens avec les Outre-mer, ils sont évidemment indispensables. Ils sont évidemment indispensables parce qu'on voit que les routes de la cocaïne sont quand même beaucoup par les Antilles, par la Guyane. J'irai à la GIRS de Fort-de-France au mois de mars. J'ai déjà évoqué avec le procureur général de la GIRS de Fort-de-France. On a mis les moyens aussi, le garde des Sceaux a nommé un magistrat en Colombie qui permettra aussi d'actionner les routes. On a un magistrat de liaison qui est à Sainte-Lucie, ce qui nous permettra aussi d'avoir dans la zone quelqu'un qui va pouvoir nous aider à lutter contre ces trafics, qui est évidemment indispensable, tant en Martinique qu'en Guadeloupe, qu'en Guyane, avec notamment en Guyane maintenant des contrôles très importants concernant notamment ceux qui passent avec de la drogue incorporée, mais avec du coup un déport dans les Antilles, ce qui est problématique et qu'on doit bien évidemment traiter. Concernant peut-être la troisième série de questions donc, de monsieur le sénateur Benaroche, je vous ai entendu dire que la Junalco avait eu des résultats pauvres. Moi, je salue quand même le travail qui a été fait par la juridiction parisienne depuis 2019, qui a quand même eu cette lourde tâche alors qu'elle était intégrée dans le parquet de Paris, donc avec aussi un contentieux du parquet de Paris qui est protéiforme et qui concerne beaucoup de pans de la criminalité organisée, qui a quand même réussi à obtenir des résultats, à se saisir de 170 dossiers, à les traiter, avec ce souhait de coordonner, qui sans doute, avec les moyens qu'on nous donne, sera une possibilité supplémentaire à ce qu'elle a pu faire. Mais je pense quand même qu'il y a eu un travail. Depuis 2004, le législateur et l'autorité judiciaire se sont mis en ordre de marche. En 2004, on a eu les GIRS. En 2019, on a eu la Junalco. En 2025, on a eu le PNACO. On est tous collectivement conscients de la nécessité de se coordonner et d'avoir des moyens supplémentaires. Je pense qu'on va dans le bon sens et que ça monte en puissance. Sur les tribunaux de commerce, c'est une question très intéressante que vous posez. J'en discutais d'ailleurs avec le président du tribunal de commerce de Paris. Évidemment, il y a des renseignements, notamment sur les sociétés, qui peuvent être des coquilles vides, qui peuvent être des sociétés éphémères, qui peuvent être des sociétés qui sont utilisées par les trafiquants de stupéfiants, et on a tout à gagner à avoir des échanges avec eux et des renseignements qui parfois effectivement ressortent de leur procédure, et c'est quelque chose effectivement auquel on s'attachera parce que c'est quelque chose effectivement de très intéressant et que je ne méconnais absolument pas du tout. Peut-être sur votre question sur les QLCO, c'est pas nous, hein, c'est pas le PNACO qui va décider de l'affectation dans les QLCO, c'est le garde des Sceaux avec les magistrats en charge. La procédure est prévue par votre loi de manière contradictoire. Le juge d'instruction donne son avis. Il y a un débat qui est organisé. On essaye les personnes qui sont dans ces QLCO. Alors vous le savez, sont principalement des personnes qui sont pas encore condamnées, mais il y a des détenus aussi. C'est une mesure une affectation qui est renouvelable et qui devra donc être à chaque fois réexaminée. Donc c'est pas nous le PNACO, c'est à chaque fois les magistrats saisis des procédures en lien bien évidemment avec l'administration pénitentiaire. Nous, on aura évidemment, c'est ce que je vous disais dans mes propos introductifs, une attention particulière sur les détenus qui sont en prévention, en détention provisoire, qui sont nos objectifs dans nos dossiers, et on suivra bien sûr les condamnés qui sont dans ces établissements au titre de notre compétence exclusive.
Concernant les repentis, effectivement, on attend les décrets. Le ministère de la Justice nous a indiqué qu'ils étaient en passe d'être passés au Conseil d'État. C'est un décret en Conseil d'État qui est nécessaire, donc on l'espère l'avoir quand même prochainement, notamment sur les repentis. Et puis sur la prévention de la consommation, je pense que votre question rejoignait celle de Madame la sénatrice, et je pense y avoir à peu près répondu. Très bien, merci Madame la procureure. Madame Linkenheld avait souhaité faire quelques précisions. Oui, si c'est possible. Merci Madame la Présidente et merci Madame la procureure pour ces réponses extrêmement précises qui m'amènent à vous poser une dernière question en ce qui me concerne. Quand nous avions souhaité à la fois créer le PNAST ou le PNACO, mais aussi réfléchir à une meilleure coordination du côté des services de sécurité, alors qui s'appelle aujourd'hui état-major. L'idée, c'était évidemment d'améliorer l'efficacité du travail des uns et des autres, côté justice et côté sécurité. C'était l'objectif principal, mais c'était pas l'unique objectif. Il y avait, je pense, aussi une idée de donner à voir finalement peut-être un peu plus clairement aux Français comment du côté de la police, enfin de la sécurité et de la justice, on agit contre le trafic de drogue qui gangrène l'ensemble de nos communes, qu'elles soient urbaines et rurales. Et donc ma question était, est-ce que vous avez réfléchi à cela aussi ? On a parlé commerce, par exemple, on a parlé mineurs. Tout ça, c'est des choses qui se voient fort sur le terrain. Les réponses, évidemment, les échanges qu'on a ici sont assez techniques, pas forcément compréhensibles par tout à chacun. Vous avez peut-être d'ailleurs déjà commencé, puisque vous avez donné un certain nombre d'interviews à la presse qu'on a lues avec intérêt, y compris pour préparer cette audition. Mais est-ce que vous avez aussi des intentions autres que via la presse pour, encore une fois, faire comprendre, si c'est possible, à nos concitoyens comment on agit collectivement face à ce fléau du narcotrafic qui n'appelle évidemment pas de réponse simple, mais qui appelle des réponses on est en train de construire collectivement, y compris avec cette PPL transpartisane qu'on a tous votée. Merci. Non, c'est bon. Je peux répondre, mais Sophie en a une autre. Ah bah, vous êtes bavards tous les deux. Monsieur Benaroche. Non, merci des réponses. Juste une petite précision, Madame la procureure, sur une phrase que je ne partage pas totalement, mais qui est importante de la façon dont on envisage la lutte contre le narcotrafic. En fait, juste cette phrase, c'est quand vous dites s'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas de trafic. Vous savez très bien que dans ce genre de dossier, dans toutes les affaires commerciales, qu'il s'agisse de vendre des bonbons à des gosses ou des téléphones portables à des enfants ou à des adultes, vous savez très bien que l'offre crée la demande et que le narcotrafic est particulièrement organisé pour arriver à créer l'offre, surtout sur des produits de plus en plus addictifs qui font qu'il y a de plus en plus d'achalandage possible pour eux, puisque le résultat, vous l'avez dit, pour eux qui compte, c'est gagner le plus d'argent. Donc je veux dire, bien sûr que s'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas d'offre. C'est une évidence. Si personne consommait, il n'y aurait personne qui vendrait. Mais d'un autre côté, ceux qui vendent font tout pour créer la demande. C'est juste cette précision que je voulais donner. Oui, j'entends. Merci beaucoup. Peut-être sur votre première question, effectivement, faire comprendre aux Français la lutte contre le narcotrafic, parce que ça pollue, effectivement, je suis d'accord avec vous, et bien évidemment leur quotidien. Alors l'idée, effectivement, de mes interventions dans la presse, c'est aussi d'expliciter quel est le dispositif. Il y aura aussi de la formation, on peut faire aussi des conférences, bien sûr, c'est quelque chose qui est très utile et on s'y attellera. Moi, je crois qu'il y a aussi un nœud qui est important, c'est d'avoir aussi des liens avec les parquets locaux qui sont directement en contact avec les élus, avec les maires, avec bien sûr les élus de la représentation nationale, avec les victimes. Et c'est pour ça que je suis très attachée à ce que ce soit un collectif global qui soit à la fois le PNACO, force de frappe nationale, les GIRS régionales, mais aussi avec les élus locaux, parce que il faut qu'on fasse retour de nos procédures au parquet pour qu'ils soient en mesure d'être dans les territoires en face avec les élus locaux, avec
avec les victimes, parce que c'est eux, en fait, en réalité, qui sont directement en prise. Et donc, c'est pour ça que je pense que cette collaboration, elle est très intéressante, parce que nous, Parquet national, c'est pas nous directement qui allons aller dans les comités de lutte contre la prévention de la délinquance, au niveau local, etc. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse retour de ce qu'on fait, de nos analyses, mais aussi de nos procédures, et que le mécanisme de la co-saisine va le permettre, et de permettre aussi d'infuser, et du coup d'être au courant de ce qui se fait, et d'expliciter aux élus, et ça je sais que c'est très important, la façon dont on procède et la façon dont on lutte. J'ai une nouvelle question de la part de Madame Josande, à qui je passe la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Procureure, merci pour vos explications. J'ai une question quant à... Vous avez parlé des cours d'assises spécialisées et donc aux moyens qui sont alloués pour les juridictions de jugement. Et donc, est-ce que vous n'avez pas peur d'une forme d'engorgement du contentieux au niveau des assises ? Alors, qui sont des... Oui, tout à fait. Je peux répondre directement. Merci, Madame la sénatrice. Alors, vous avez raison de pointer cette difficulté, hein. Les cours d'assises spécialisées, c'est bien pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, notamment pour les pressions, etc. C'était demandé. Après, les cours d'assises en France, et notamment celle de Paris, sont vraiment à un niveau, et celle d'Aix-en-Provence également, sont à un niveau de saturation avec des délais d'audiencement qui sont très longs, avec un engorgement déjà réalisé. Il est évident que le parquet national anticriminalité organisée, il ne peut pas vivre sans le siège et sans les moyens accordés aux magistrats du siège. On ne peut pas poursuivre, ouvrir des enquêtes, mettre en détention des personnes au niveau de l'instruction si derrière on n'a pas des juges qui sont là pour juger les faits. Donc il est évident que cette montée en puissance du parquet national anticriminalité organisée à Paris, elle devra s'accompagner, c'est le but, c'est l'idée de la chancellerie, de moyens pour les magistrats du siège pour pouvoir effectivement éviter cet engorgement. Et il ne faudra pas non plus que ces moyens dévitalisent les territoires, c'est-à-dire notamment les juridictions interrégionales spécialisées, notamment les parquets locaux, puisque eux aussi auront besoin de moments pour audiencer ces dossiers. La Cour d'assises de Paris est dans une situation, c'est dit très régulièrement, on est allé à l'audience solennelle de la Cour d'appel cette semaine, est embolisée par des dossiers très nombreux, avec des attentes d'audiencement, avec des personnes qui peuvent plus être détenues du coup quand ils sont jugés, parce que on a des délais qui sont très importants, faute de juge. Nous ne voulons pas vous laisser partir, Madame la procureure. Monsieur Francis Piner. Le prolongement de l'engorgement des cours d'assises spécialisées, quelle serait votre position sur l'introduction des CRPC en matière criminelle ? Oui, c'est vrai. Non, mais parce que je pense que vous avez sur la CRPC des a priori idéologiques, et je peux vous assurer que quand vous connaissez les cours d'assises spécialisées, si on pouvait se débarrasser, notamment pour les gens qui sont dans des délits connexes au crime, etc., par des CRPC, ça serait très bien. Alors, je vais vous donner mon avis qui est tout personnel. Je pense aussi que ça pourrait être un outil qui pourrait être efficace et qui soit encadré, et je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant. La CRPC doit faire attention aux victimes. Attention aux victimes, attention, mais ça peut effectivement permettre de désengorger des cours d'assises qui le sont beaucoup, pour rebondir sur la question de Madame la sénatrice. Merci. Mes chers collègues, si plus personne ne se sent inspiré après ce long échange, il nous reste à vous remercier, Madame la procureure, ainsi que vos collègues, et à espérer vous revoir bientôt. Merci beaucoup. Oui, c'est nos vœux de nouvelle année, ça doit être ça. Écoutez, beaucoup de courage, merci, et nous sommes avec vous. On les prend. Merci beaucoup.